Mobility TV vous propose un tour d'horizon de l'actualité du secteur automobile avec nos fins observateurs. Ils sont trois. Christophe Bourou, RTL, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alexandre Guillet, Argus, bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Et Jean-Michel Normand, Le Monde. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors à la une, Renault, l'alliance sans Carlos Ghosn. C'était le thème qu'on évoquait le mois dernier. Beaucoup de choses se sont passées depuis et se sont aggravées, on peut dire les choses comme ça, Jean-Michel? Oui, beaucoup de choses. Peut-être pas assez se sont passées, parce que moi je pense qu'il est temps que Renault coupe le cordon. Je pense qu'il est temps que Renault se sépare de ce patron qui peut bénéficier, et c'est la moindre des choses, de la présomption d'innocence, mais qui a quand même un dossier sur les épaules qui commence à s'alourdir. En plus, Renault a une attitude qui est pas très compréhensible, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont pas voulu se saisir du dossier que voulaient leur transmettre. Pour information, leur transmettre les accusateurs, parce que ce sont quand même un peu les accusateurs de Nissan. Ils disent que tout est nickel pour les rapports entre Ghosn et le fisc pour les années 2017-2018, sauf que le problème il se passe avant. Et puis quand on leur fait des remarques, ils montent sur leurs grands chevaux et ils nous disent qu'il y a un complot. Je pense que Renault a intérêt à réagir et à faire comme Nissan, parce que ça donne l'impression aussi que Renault ne veut pas regarder le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas seulement ce que va devenir Carlos Ghosn, c'est ce que va devenir l'alliance et la nécessité, on en a déjà parlé sur ce plateau, de rééquilibrer cette alliance qui ne l'est plus. Alors tout le monde ne cesse de dire au Japon et à Paris que l'alliance c'est sacré, qu'on n'y touchera pas. Est-ce qu'on peut croire à ce slogan? Je pense parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ça soit démantelé, puisque à la fois Nissan, Renault et Mitsubishi ont des intérêts communs tellement énormes que il n'y aurait pas de sens. Ils le martèlent, ça j'y crois vraiment. En revanche, l'intérêt c'est capitalistique. Tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qui va prendre le dessus. Pour l'instant, Ghosn a réussi quelque chose qui maintenant finalement les dessert, c'est-à-dire qu'ils ont fait de beaux fiançailles, arriver à cohabiter deux cultures bien différentes, deux entreprises bien différentes, mais sans jamais se marier ou sans jamais divorcer finalement. Donc là, on a une espèce de fiançailles qui perdure et finalement c'est pas bon. Et les Japonais sont très mécontents puisque les Français pèsent beaucoup moins en termes de vente, mais ont 44% de Nissan. Ils n'ont pas non plus 51%. Donc, comme il n'y a pas forcément et franchement pour l'instant un leader, voilà, la bataille est pour le leader. Mais clairement, ce sont les Japonais qui vont gagner. Hein. Il y a un leader économique, si j'ose dire, commercial, c'est Nissan, qui est 3 fois plus gros. Et puis il y a un décideur politique qui est, pour l'essentiel, Renault. Et vous ne parlez pas du rôle de l'État français, parce que ça pèse un peu. Le rôle de l'État français, il est central. C'est aussi dans le jeu des participations et des participations croisées au sein de l'Alliance. Donc là, cet équilibre-là, il était à l'ordre du jour. Ce dernier mandat de Carlos Ghosn, il devait aussi servir à rééquilibrer certaines choses et à inventer une nouvelle gouvernance, étant entendu que beaucoup de gens s'accordaient à dire que Carlos Ghosn, un équivalent, c'était tout de même très très difficile de trouver la même énergie et la même autorité, sauf que là tout le monde est un peu pris de court parce que ça s'est fait, ça a été dynamité d'un seul coup, il faut réinventer tout ça, c'est quand même lourd, et puis il y a des raisons d'État derrière, on n'est pas simplement des petits actionnaires qui décident entre eux. Je pense qu'il a mauvais karma, c'est-à-dire que ça arrive à un très mauvais moment pour le gouvernement français, ça arrive en pleine période des Gilets jaunes. Comment on peut défendre un patron qui apparaît très bling-bling, qui gagne 16 millions d'euros par an, en pleine crise des Gilets jaunes. Donc qui serait non-résident fiscal français depuis 2012. Le gouvernement est quand même très silencieux sur le sujet, alors qu'ils sont quand même actionnaires à 15%. Les grands patrons aussi, entre parenthèses. Il n'y a pas vraiment de grande solidarité, à part Thierry Breton au tout début, qui après n'a pas voulu se exprimer de nouveau, mais personne ne s'exprime sur le sujet. Mais en revanche, un point important, c'est qu'effectivement, détricoter l'Alliance aujourd'hui, ça paraît assez peu concevable. Un clash peut arriver, mais ça paraît peu concevable. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tout le département achat, qui est l'une des grandes réussites de l'Alliance. Elle a été longue à se mettre en place. Parfois on disait c'est pas assez les synergies. Elles sont là maintenant, elles vont monter en puissance. Et certains ordres donnés auprès d'équipementiaux de premier ordre mondiaux, c'est pas en un coup de fil qu'on dit j'annule tout, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a des pénalités lourdes. Là on est sur des enjeux économiques majeurs. On aura un nouvel organigramme pour Renault à la fin de la semaine. On parle de Monsieur Sénat, ancien patron de Michelin. Ce
week-end d'une réorganisation ce week-end. On part de Dominique Sénard qui est le patron de Michelin. On demande aussi qui va être directeur général de Renault. On se demande aussi si cette fonction président et directeur général de Renault va être de nouveau rassemblée sur un seul homme comme c'était le cas de Carlos Ghosn. Logiquement, ça ne devrait pas être le cas. Mais c'est pas seulement une question d'hommes. Quand on tire la ficelle de la pelote de l'affaire Carlos Ghosn, tout vient, l'équilibre de l'alliance, le rôle de l'État dans le capital de Renault, c'est tout ça qu'il faut maintenant préparer. Alors c'est une affaire qui dure depuis près de 2 mois. Est-ce que ça a un impact sur l'image de Renault et de Nissan, on verra bien, en tout cas pour Renault, mais sur les ventes? Rien du tout. Non, apparemment en concession, ce que disent les vendeurs, donc qui sont en contact avec les clients, c'est dire ils ont des remarques, soit c'est bien fait pour lui, ou alors genre est-ce que vous me faites une réduction? Mais en gros, voilà, ça les concerne pas directement. En revanche, ce qui est important, je pense que tous les salariés aussi sont concernés et s'interrogent sur l'avenir, parce que c'est un moment quand même crucial pour le monde automobile. Parce que, alors, c'est vrai qu'au jour le jour, quotidiennement, là je plaisante, parce que ça roule, c'est une grosse entreprise, les voitures sortent des usines, mais il y a des enjeux derrière qui sont colossaux en termes de décisions sur l'avenir, parce qu'il y a la voiture autonome, il y a les voitures électriques, etc. Et le simple renouvellement de gamme d'ailleurs. Absolument. Alors, il y a je parle pas des marques comme Tesla qui sont des marques de niche, mais en face il y a quand même des gros mastodontes comme Volkswagen et Toyota qui sont là. Donc s'il n'y a plus de capitaine à la barre, ça va être compliqué au bout d'un moment. Donc ça risque d'avoir des répercussions, je pense plutôt à moyen voire long terme. Donc c'est vrai que sans patron ou un patron en prison, ça sera vite invivable. Je suppose qu'ils vont le faire. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Jean-Michel, Jean-Dominique Sénard de Michelin a un profil en tout cas de transition qui serait extraordinaire. C'est un homme d'exception, il est discret, il est rond dans le très bon sens du terme, il a une connaissance parfaite de l'automobile et de l'État. Avec des Japonais en plus déjà, français, quand même, il connaît effectivement les Japonais. Donc c'est quelqu'un qui peut se mettre au service, je pense. Qui est-ce qui décide de cette nomination ou pas? C'est l'État français. Le conseil d'administration. Oui, mais avec le poids de l'État, les 15% de l'État. Ouais. Et on rappelle qu'il faut 5 ans pour faire une voiture, 5-6 ans. C'est-à-dire que les voitures de 2024-25, il faut les décider maintenant. Donc il vaut mieux qu'il y ait un pilote... Ou Didier Leroy, on parle aussi de Didier Leroy. Ah oui, Didier Leroy, le numéro 2 de Toyota. Qui lui aussi a bien le profil, puisqu'il travaille déjà au Japon avec une entreprise japonaise et un ancien de Renault. Voilà, alors deuxième thème, et ça, évidemment, ça s'enchaîne parfaitement, c'est que tout cela s'inscrit dans des perspectives pour 2019 qui ne sont pas brillantes, Jean-Michel. Si on parle au niveau monde, tout ce qu'on entend aujourd'hui comme bruit et comme retour sur l'activité économique du secteur, c'est plutôt préoccupant. C'est préoccupant parce que de toute façon, globalement, la croissance mondiale n'est pas forcément au mieux de sa forme. Et puis, il y a des marchés comme le marché chinois qu'on voyait croître avec des croissances pratiquement à 2 chiffres depuis des années qui, l'année dernière, est entré en récession puisque c'était une croissance négative. Donc tout ça, c'est pas très bon. La croissance allemande n'est pas extraordinaire non plus. Beaucoup de constructeurs se demandent comment ils vont faire pour aussi rationaliser leur gamme. Parce que aujourd'hui, avec les contraintes, en tout cas sur le marché européen de WLTP et autres, il y a un certain nombre de constructeurs qui savent pas trop ce qu'ils vont encore vendre dans 6 mois. Oui. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd pour les constructeurs? C'est les nouvelles contraintes, les nouvelles normes, Alexandre Guillet, ou le climat général qui est pas très bon? Alors le climat général, je pense qu'il faut aussi tempérer, prendre un pas de recul, se souvenir qu'on sort d'un cycle très très positif pour l'industrie automobile et que les perspectives à long terme sont bonnes. Donc qu'il y ait quelques années où on marque un peu le pas, ça peut arriver. Le marché chinois sans ralentissement, il s'explique principalement parce que les autorités l'ont un peu dicté. C'est pas la demande qui s'est effondrée, loin de là. Ensuite, les Chinois veulent acheter des voitures, toujours autant. Ouais, mais il y a un système de financement des achats qui est un peu bizarre et que les autorités calment un peu parce que ce sont les particuliers qui prêtent à d'autres particuliers. Absolument. Mais l'Europe, le poids de la législation, il est énorme. Nous, en Europe, on est les premiers observateurs de ça. Des législations qui, en plus, s'accumulent. Et pour un constructeur mondial de type Renault, il a aussi des législations américaines, il a aussi des législations asiatiques, le cas chinois. Donc oui, effectivement, c'est le principal driver du marché aujourd'hui, c'est le législateur.
avec un fond de guerre commerciale. Alors bon, un jour c'est chaud, le lendemain c'est froid, etc. entre la Chine, les États-Unis et nos voitures européennes qui continuent à souffrir Ce qui est flagrant, c'est des tweets de Trump. On pense à PSA. PSA cartonne, marche très bien en Europe. Alors bon, il y a Opel qui est dedans, d'accord. Mais globalement, ça fonctionne bien. En dehors de l'Europe, l'Iran, comme ils ne sont plus en Iran, c'est 300-400 000 voitures en moins. Et la Chine, c'est le gros gadin. On a moins 30%. Il faut imaginer. Pour les 3 marques de PSA. Oui, il faut imaginer qu'en 85, on était les pionniers, on était les premiers avec Volkswagen à être en Chine. On leur a vendu des voitures. Pas pourri, mais on va dire low cost. Ouais. Non, mais je plaisante, mais des voitures low cost. Et on n'a pas fait l'effort qu'ont fait les autres constructeurs étrangers de s'adapter au marché chinois. Donc, par exemple, la 301 ou d'autres voitures qui sont vendues ne correspondent pas. On s'est réveillé, mais tard. On s'est réveillé sur les SUV. Ils ont bien réagi, PSA d'ailleurs, mais trop tard. Et puis, en plus, le réseau est très mal organisé. Ils veulent le rationaliser. Mais en plus, c'est des ventes à perte, puisque c'est pas des ventes. Justement, je crois que globalement, au niveau mondial, pour les constructeurs, la menace, c'est pas seulement la production, c'est la rentabilité, parce qu'ils sont obligés de faire de tels investissements sur la voiture autonome, sur le fait de se conformer absolument aux normes qui sont de plus en plus exigeantes en Europe, mais aussi en Chine, que c'est ça aussi qui fait que tout le monde est un petit peu, je dirais pas inquiet, mais au moins préoccupé. Alors, oui. Non, de surcroît, en plus, les places de marché sont pas très clémentes avec les acteurs de l'automobile en général, puisque les équipementiers mondiaux, les tier one comme on les appelle, en France on en a des brillants, et on va citer l'exemple de Valeo, parce que c'est un groupe qui se porte très bien, qui a une croissance extraordinaire depuis plusieurs années, et puis qui est sanctionné, mais en bourse, mais avec une violence. Pourquoi parce que justement, finalement, les analystes disent les perspectives sont pas si bonnes que ça, et l'automobile, on sait que la rentabilité est toujours relativement ténue, même si elle a tendance à s'améliorer là aussi depuis pas mal d'années pour beaucoup d'entre eux. Et bien, les sanctions sont démesurées. C'est assez difficile à expliquer quand même parfois. Ouais. Est-ce que l'affaire du Brexit est anecdotique dans tout cela pour l'industrie automobile dans son ensemble, enfin disons européenne, quoi. Si on a un Brexit hard comme on semble si on a un Brexit avoir, c'est quand même la catastrophe et la bérésina pour les constructeurs qui ont des usines en Grande-Bretagne. On a cité l'exemple qui est un très bon exemple, qui est l'exemple de la Mini. La Mini, elle est fabriquée en Angleterre, elle est anglaise, oui, mais l'essentiel des composants, et quand je dis l'essentiel, c'est plus de 90%, viennent d'autres pays. Et il y a un vrai problème, tout ça fonctionne à flux hyper tendu. Si jamais il y a des complexités au niveau du passage de douane, et il y en aura s'il y a un Brexit hard, avec en plus des droits de douane, ça va être sanglant. Oui, mais toutes les marques ne seront pas touchées de la même façon. Oui, mais il y en a beaucoup. Il y a les BMW sera touché, Toyota sera touché, Nissan sera touché. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui construit en Angleterre. Jaguar Land Rover qui a déjà annoncé des suppressions d'emplois. Alors c'était préventif, c'était de toute façon inscrit. 5000 suppressions d'emplois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Alors ils disent que c'est le Brexit, mais il n'y a pas seulement le Brexit, il y a aussi le fait que leur gamme n'est pas forcément adaptée aux demandes. Ils sont sur un positionnement toujours le même, qui est pas ni trop haut de gamme, ni... Voilà, c'est un positionnement compliqué. Et on voit par exemple à l'inverse que Rolls fait une année record. Alors bon, c'est un exemple complètement extrême, mais ça veut bien dire... Oui. Non, les ventes... Oui, Oui. Qui appartient à BMW. Absolument, oui. Et Land Rover commence d'ailleurs à construire des usines depuis quelques années hors Grande-Bretagne. Le problème aussi de Land Rover et Jaguar, c'est qu'ils ont tout misé, ou pratiquement tout misé, sur le diesel. Ouais. Je crois c'était le groupe le plus dieselisé, je crois, l'année dernière. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Il ne faut pas oublier que Jaguar Land Rover sort d'une période difficile. Alors ça allait mieux là depuis 2-3 ans, donc on se disait ça va continuer, mais c'est quand même un ensemble qui n'était pas encore totalement reconsolidé, restructuré. Donc quand il y a un peu de vent dans les voiles, ça tangue. Voilà. Alors du vent dans les voiles, justement, il y en a sur les marques premium allemandes, hein, Jean-Michel, ça va moins bien. Évidemment, les belles années... C'est un vent de face, là. Oui, c'est un vent de face. Hein. Pour des constructeurs qui ont des marges énormes, quand même. Enfin, oui, absolument, qui ont des marges énormes et qui avaient, depuis quelques années, des taux de progression pratiquement à 2 chiffres. L'année dernière, Mercedes reste numéro 1 avec une croissance de 3%, qui est plutôt pas trop mal dans le contexte. BMW est juste derrière. Et puis, le problème, c'est Audi qui baisse de 3,5% au niveau mondial, ce qui est un peu embêtant. Il faut dire qu'ils ont des modèles aussi qui commencent à être vieillissants, parce que l'Audi A3, je crois, date de 2012, donc il y a un moment il faut renouveler aussi, parce qu'ils jouent toujours sur les mêmes modèles, etc. Il y a un moment où les consommateurs ont besoin de renouveau, surtout dans ce haut de gamme, quoi.
mais Lamborghini n'est pas touché, Bentley n'est pas touché, enfin le très très haut de gamme n'est pas touché. N'a aucun problème, effectivement. C'est pas les mêmes volumes. Vous parlez des 3 généralistes concernés. Et BMW souffre aussi. Souffre moins. Moins parce que, en plus, Audi a eu des problèmes avec le WLTP. Et puis il y a aussi, quand même, il y a des marchés qui s'essoufflent un peu, comme pour des raisons un peu obscures. Enfin, pour moi, c'est le marché américain qui s'essouffle un peu. Le marché chinois, qui est le premier marché de haut de gamme, qui va, lui, s'essouffler très nettement dans les mois qui viennent. Et puis, il y a aussi la concurrence. Il y a aussi, par exemple, Volvo. Tesla, c'est encore petit, mais ça va commencer. Volvo, il y a Volvo, il y a Tesla. Volvo devient un vrai premium. Un premium niveau BM. Audi, parfois plus cher que les Allemands, souvent plus cher. Hein. Alors on a l'autre image, on se dit que c'est moins cher. Mais alors d'ailleurs, il y a une anecdote pour les flottes, les patrons de PME, etc., préfèrent acheter des Volvo qui sont parfois plus chers que des Porsche parce que socialement ça passe, voilà. Donc ils sont sur des marchés, ils sont en train de prendre des parts de marché dingues. Idem pour une marque qui marche très bien au niveau mondial, c'est Lexus. Ces premiums allemands, et puis ça sera la conclusion, ces premiums allemands, ils voient se refermer aussi le marché américain en ce moment ou pas. Est-ce qu'il y a un effet Trump ou pas? Il risque d'y en avoir, on ne sait pour pas. L'instant, moi, je me garderais bien de faire un pronostic sur ce que pourrait dire Donald Trump. Hein. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de droit de douane plus pénalisant qu'avant. Non, alors peut-être des anticipations, mais bon, pour l'instant, c'est un peu... Bon, une raison d'espérer, là vous êtes 3, faut vous y coller quand même. Parce que si on regarde bien les choses depuis le début... Marque française. Marque française qui font 54% du marché français, qui ne cesse d'augmenter, parce qu'en fait elles sont sur les segments qui sont les plus dynamiques, et le segment B notamment, elles sont bien placées sur les SUV, elles se sont plutôt bien sorties du piège du diesel, donc effectivement les marques françaises, pourvu que ça dure, s'en sortent plutôt bien. Belle réussite de positionnement, 2 exemples quasiment à l'opposé, Peugeot qui a réussi à remonter en gamme, comme Tavares le souhaitait, et puis Dacia qui continue d'affoler les compteurs avec un positionnement populaire, transparent, promesse tenue, rien à ajouter. Et super rentable. On a quand même 3 voitures qui vont arriver, 2 françaises, la 208 et la Clio, les voitures les plus vendues, donc ils vont être renouvelées, présentées à Genève, et puis on aura aussi la nouvelle Golf. Donc sur des voitures les plus vendues, on a raison d'espérer sur ce type de véhicule. Vous parliez de l'Iran pour PSA, il est clair que si Trump n'avait pas déchiré l'accord, PSA serait encore en Iran, et là les chiffres 2018 auraient été extraordinaires alors. Parce que. Sauf on en parlait, Philippe en parlait, c'est sur le problème de la Chine. Christophe, la Chine et l'Amérique latine aussi, où ça se passe pas très bien, le marché sont plutôt incertains. Donc ça se passe bien en Europe, ailleurs, c'est plus chancelant pour PSA. Bon, rendez-vous le mois prochain, on fera le point. On n'a pas été très optimiste, mais on le saura, promis.